Paola est avec nous. Je le remercie parce que vous êtes l'adjoint de Didier Raoult. Didier Raoult s'était exprimé mardi. Il était assez confiant. Il disait que l'épidémie ne ressemblait plus à celle du printemps, qu'il y avait moins de morts. C'était un discours qui était très positif. Et on apprend hier que Marseille va être reconfiné. En tout cas, ça lui ressemble. Est-ce que ça vous paraît justifié, Monsieur Parola? Bonjour. Bonjour, écoutez, non, moi je suis surtout affligé de ce que j'ai entendu et des mesures qui sont prises. Et je ne parle pas de l'aspect social et économique, ça n'est pas mon domaine. Vous savez, pour gérer une crise, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, il ne faut pas être dans l'affolement, il ne faut pas être dans le virtuel, il faut être dans la réalité des chiffres. Donc je ne comprends pas les chiffres qui ont été utilisés hier soir, et encore moins la boule de cristal qui fait faire des prédictions. Je ne parle pas de l'aspect social et économique, ça n'est pas mon domaine. Vous savez, pour gérer une crise, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, il ne faut pas être dans l'affolement, il ne faut pas être dans le virtuel, il faut être dans la réalité des chiffres. Donc je ne comprends pas les chiffres qui ont été utilisés hier soir, et encore moins la boule de cristal qui fait faire des prédictions. Nous, ce que nous constatons ici à Marseille, c'est d'une part une diminution du nombre de pourcentage de tests positifs. C'est une tendance depuis quelques jours, même si le virus circule, bien entendu. Une diminution du nombre d'hospitalisations. Vous savez qu'à l'IHU, nous avons 75 lits dédiés à la gestion du Covid, avec 15 sortants, entrées, sorties par jour. Et ça fait quelques jours que le matin, en arrivant, quand je fais la relève avec le médecin senior qui était de garde, il nous reste 4-5 lits de vide, c'est-à-dire que les urgences ne nous ont pas demandé d'hospitaliser des patients. Je sais aussi qu'il y a dans le dispositif de l'organisation des réanimations à Marseille un nombre constant de patients, il n'est pas en augmentation, et il y a encore une quarantaine de lits disponibles, et je parle des lits armés pour le Covid en réanimation. À côté de ça, l'activité à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille on continue à soigner les gens. Donc tout ça me paraît deux mondes parallèles. Je ne sais pas si c'est un monde bureaucratique, je ne sais pas par qui le ministre est entouré, je ne sais pas si lui-même travaille les chiffres, s'il regarde les publications, ça j'en ai une idée. Et en plus cette tendance, si vous voulez, de diminution de la mortalité, qui est un élément aussi très important dans cette phase saisonnière de l'épidémie, elle est générale, elle est européenne. Alors pourquoi? On verra bien pourquoi. Il y a peut-être des hypothèses, on pourra en parler. Quelles hypothèses? Parce que ce que vous dites est absolument terrifiant. C'est-à-dire qu'Olivier Véran a décrété hier la mise à mort des bars et des restaurants marseillais, parce que c'est ça la réalité. Et vous nous expliquez que le nombre de diminutions de lits en réanimation baisse à Marseille et le nombre de morts baisse à Marseille. C'est ça que vous nous dites. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que la mortalité baisse, c'est européen. Alors bien entendu, vous savez, j'ai des patients par rapport à la première phase saisonnière et cet hiver, mes patients sont beaucoup plus âgés. On a des patients de 85, 90, 95 ans, beaucoup guérissent d'ailleurs, et malheureusement, pour d'autres, l'issue est fatale. Mais vous savez, avec tout de l'empathie que j'ai pour les familles et qui peuvent me concerner dans ma propre famille, 90, 95 ans, c'est dans l'ordre des choses d'être fragile par rapport à des infections respiratoires. Et encore une fois, la mortalité est beaucoup plus basse que dans la première phase saisonnière. Alors, pourquoi? Sur quoi se base le ministre? Je n'en sais rien. Vous savez, il a dit il y a une semaine, avec beaucoup de certitude, certains diraient d'arrogance, que le virus n'a pas muté. Nous savons ici, vous savez qu'à Marseille, les laboratoires de Didier Raoult ont analysé le génome de plusieurs centaines de souches de virus, et on a remarqué que depuis le mois de juillet, la diversité du virus est très importante. Il y a de nombreux mutants. Et des publications internationales, mais là aussi il faut que les autorités les lisent, ont émis l'hypothèse que cela pouvait être en rapport avec une moindre virulence, une moindre agressivité. Pour l'instant on n'en sait rien, mais en tout cas il y a deux phénomènes parallèles, une sévérité moindre que l'on constate, que les soignants constatent, et un virus qui est variant, qui est
a muté, il y a de nombreux mutants. Est-ce qu'il y a une causalité? Il est peut-être un peu tôt, mais c'est ce qu'on constate. Donc, très honnêtement, je ne sais pas quelles sont les sources des autorités sanitaires du pays pour prendre leurs décisions. Nous, localement, nous sommes en lien avec les autorités locales. Nous transmettons nos données au ministère. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Moi, je vous parle de la réalité. Mais je suis affligé par ce décalage entre la réalité que nous vivons et les décisions qui sont prises. Et je n'ai pas d'explication. Est-ce que c'est un problème de travail? Est-ce que c'est un problème d'isolement du ministre ou de son cabinet? Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème de nerfs pour gérer une crise? Je n'en sais rien. C'est des questions que j'ai posées. Est-ce que les gens qui nous gouvernent sont compétents? Parce qu'on en est là... On en est là ce matin, pardonnez-moi de poser la question aussi directement. Je dois dire que les chiffres moi, je veux et les bien qu'on ne la pose pas. Qu'avance le professeur Parola sont troublants et sont en tout cas en totale contradiction avec ce qu'on a entendu hier de la bouche du ministre Véran. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Notamment sur les nombres de lits disponibles en réanimation dans les hôpitaux. Bon, d'autant que je rappelle qu'au mois de mars-avril, on avait arrêté, en tout cas suspendu, toutes les opérations non urgentes et que donc l'hôpital, dans sa quasi-totalité, était disponible pour accueillir le Covid, alors que là, les opérations dites normales et les hospitalisations dites normales continuent. Maintenant, il y a une question que je pose d'emblée là au professeur Parola. Est-ce qu'on peut estimer que l'ARS, que les ARS, qui est cette espèce de technostructure qui a pris le pouvoir, Agence régionale de santé, les agences régionales de santé, qui ont quand même deux relais très efficaces, qui sont le professeur Delfrécy et sans doute le ministre Véran. Est-ce que ces ARS ont isolé le ministre des médecins de terrain, des hôpitaux de terrain, au point de créer deux réalités, la réalité que vous nous décrivez, le professeur Parola, et la réalité qui nous a été donnée avec beaucoup d'inquiétude hier par le ministre Véran? Écoutez, je ne vais pas parler pour le pays, je vais parler pour notre région. Nous sommes en lien avec l'ARS, il n'y a pas de déconnexion, et notamment avec le directeur de l'ARS de la région sud que nous avons régulièrement. Il est au courant des chiffres. Vous savez, l'isolement du ministre, je ne pense pas que ça soit un isolement qui soit avec une interface par les ARS. Je pense que le ministre peut être isolé, peut-être par son entourage, peut-être coupé de la réalité. C'est difficile d'être ministre. Attention, je ne veux pas critiquer cette position qui est très difficile, notamment si on n'a pas les nerfs pour gérer une situation. L'isolement des ministres, l'isolement des politiques aux responsabilités, c'est quelque chose qui est connu, que vous connaissez. Moi, je ne peux parler que de la réalité. Et les chiffres, encore une fois, que je vous donne tous les matins, je les ai. Vous allez sur le site de l'IHU Méditerranée Infection. Tous les jours, les chiffres sont mis à jour, que ce soit le nombre de cas... Il y a moins de personnes en réanimation. Ce matin, il y a moins de personnes en réanimation qu'hier. Nous sommes d'accord. Alors, on est toujours autour de 35-40 patients qui sont en réanimation, mais en termes de capacité... Et quel âge ces 35-40 personnes? Quel est le profil? Est-ce que ces personnes ont plus de 60, 70 ans? Est-ce qu'elles ont des comorbidités? Alors moi, je peux parler des patients que j'ai à l'IHU Méditerranée Infection, donc 75 lits. Nous avons des patients qui sont soit âgés, voire très âgés, ou alors des patients un peu plus jeunes, c'est-à-dire plus de 65 ans, entre 65 et 75, mais qui ont des comorbidités importantes. Les réanimations de la PHM peuvent recevoir également, et c'est un problème, des patients en direct. Vous vous souvenez, et heureusement on n'entend plus ce message de santé publique, cet hiver, au début du printemps, on disait aux gens, surtout, restez chez vous jusqu'à avoir des difficultés respiratoires. C'était une catastrophe, car on sait que les difficultés respiratoires apparaissent tard dans la maladie. Et malheureusement, il y a encore actuellement quelques personnes âgées ou un peu plus jeunes qui arrivent chez nous ou directement en réanimation parce qu'elles ont trop traîné à la maison. Donc il faut avoir un accès aux soins et bien sûr aux tests. On va reparler des tests et notamment ces tests salivaires. Là aussi, c'est tout un poème qui est la réalité de la situation. Philippe Parola, et d'ailleurs les tests, la défiance qu'on peut avoir sur ce gouvernement, c'est aussi qu'on sort de la période de tests. C'est-à-dire qu'on a balancé 2 milliards dans la nature pour rien. Les tests, ça sert absolument à rien. Tels qu'ils sont faits. Tels qu'ils sont faits. Non, mais il faut le dire quand même. Je suis assez d'accord. on peut pas dire. Non, vous êtes d'accord? Oui. Non, mais c'est ça. Moi, je veux bien qu'on soit, qu'on remette pas du tout en cause les décisions qui sont prises. Les tests, 2 milliards pour rien. Donc, quels sont les gens qui nous gouvernent? Il y a un moment, il faut poser des questions quand même. Moi, je veux bien, les amis, que personne ne pose de questions et que tout le monde dise ah ben c'est formidable parce qu'il ne faut pas attaquer les ministres, il ne faut pas attaquer le gouvernement, il faut avoir de la responsabilité, etc. Mais simplement, il faut dire les choses. Ces tests ne servent à rien. 2 milliards, c'est vous, c'est moi qui avons payé. Très bien.
Très bien. Et aujourd'hui, on met à mort les restaurateurs et les bars marseillais. Très bien. Et M. Parola dit, ça n'a pas de sens. Ce que dit M. Parola, c'est polyhachu, mais on a entendu hier une personne de l'hôpital Nord qui disait la même chose, qu'il y a une stabilisation des chiffres. Donc c'est pas que l'IHU, c'est dans les autres hôpitaux aussi. Donc c'est pour ça qu'on... Mais par exemple, les bars et les restaurants... À quoi ça sert de fermer les bars et les restaurants? Quel effet ça aura sur la mortalité ou l'entrée en réanimation? C'est ça le problème. C'est une question qu'on pose. Mais par exemple, les bars et les restaurants, tout le monde est d'accord, Philippe Parola, pour expliquer que les terrasses ne sont pas dangereuses. Comment faire comprendre à un restaurateur ou à quelqu'un qui a un bar à Marseille, qui a vécu le printemps dans les difficiles, voilà, qu'on lui ferme sa terrasse alors qu'on nous explique que ce n'est pas là que le virus circule. Mais là encore, ceux qui prennent les décisions, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, Philippe Parola? Écoutez, j'en sais rien, malheureusement. Moi, ce que j'espère, on fait le maximum pour faire remontrer des chiffres et pour parler de réalité. Mais quand on discute, vous savez, en tant que soignant, on discute avec des gens d'univers très variés. Personne ne comprend plus rien. Et le mot qui revient, c'est on nous prend pour pour des enfants. Et globalement, il m'est très difficile, moi, d'expliquer, de justifier le confinement sur le plan sanitaire. On sait maintenant que le confinement, en termes de transmission, a plutôt aggravé les choses. Il y avait des données en Italie, en Espagne, il y a des données sur les donneurs de sang, c'est un article qui va bientôt sortir, mais là aussi, il faut lire la littérature, il faut lire les articles scientifiques et pas brandir, bien sûr, les articles qui sont des farces pour prendre des décisions politiques. Donc, actuellement, après le confinement, fermer 1 heure plus tôt les restaurants en termes de histoire naturelle de ce virus, mais il n'y a aucune preuve que ça serve à quoi que ce soit. Aucune. Moi, je n'en ai pas et donc je ne peux pas. Voilà, c'est ridicule. Tous ceux que j'ai eus, et même des gens de La République En Marche, que je ne vais pas citer parce qu'ils m'ont demandé de ne pas les citer, m'ont expliqué que ces décisions n'ont pas de sens, notamment dans certaines villes de France. On ferme les bars à 22h et les mêmes jeunes vont aller dans des appartements, dans des clusters, alors que les bars respectent le protocole sanitaire. Mais tout ça est grotesque. Alors restez avec nous, monsieur Parola, parce que Martin Blachier est là, qui est avec nous. Et Martin Blachier, vous le connaissez, on l'a reçu aussi beaucoup de fois. Martin Blachier, votre position, elle est simple, c'est de dire avec les masques et avec les distanciations sociales, ça passe. Il n'y a pas besoin de faire davantage de choses. C'est ça votre ligne conductrice. Donc je voudrais savoir comment vous interprétez ce matin les décisions que vous avez entendues hier soir. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par le professeur Parola. Je pense que c'est un peu une perte de nerfs. Nous, ce qu'on avait calculé, c'était qu'effectivement, il y allait avoir une stabilisation dans les jours qu'on vit aujourd'hui, les hospitalisations. Voilà, j'attends la suite. On ne peut pas penser que le ministère de la Santé, on décide de fermer unilatéralement dans un département entier. Moi je pense ça. Moi je pense vraiment que... Pourquoi c'est pour refaire chez Raoult? Je pense qu'ils sont incompétents. Non, mais... je pense que les gens du ministère, je vous le dis, mais vous avez peur de le dire. Mais vous avez la trouille de le dire. Pourquoi que Marseille, à ce moment-là? Mais les gens qui ferment les terrasses à Marseille sont incompétents. Pourquoi que Marseille? Faut le dire. Pourquoi que Marseille? Non mais dites-moi, répondez à ma question, pourquoi que Marseille? Parce que Marseille est en zone écarlate. Mais ça sera Paris demain. Il y a bien une raison. Mais ça sera Paris demain. Pourquoi Marseille et la Guadeloupe? Mais surtout, qu'est-ce que ça va changer? Brigitte Millot, Philippe Parola veut réagir. Non mais dans 15 jours, on va recommencer, Philippe, on va repousser, qu'est-ce que ça va changer? Évidemment, vous avez peur. Mais si, vous avez peur. Peur de quoi? Vous avez peur de dire que ceux qui prennent une décision de fermer une terrasse à Marseille sont incompétents. On a dit les choses les plus horribles contre le gouvernement. Je pense qu'il n'y a qu'une seule priorité, c'est d'éviter le reconfinement, c'est d'éviter le Philippe Parola. Et si ça passe par ça, je ne sais pas si ça passe par ça, mais je pense Philippe Parola. éviter le reconfinement. C'est ça là. Ça va pas changer les choses, dit Brigitte Millot. Eh ben je sais, oui, mais c'est surtout, possible. qui est médecin. Je dis pas le contraire, j'en sais rien, je sais pas là. Ça dépasse ma compétence. On nous dit qu'il faut vivre avec. Comment va-t-on arriver à vivre avec si on referme dès qu'il y a une petite augmentation? On va repousser ça tous les 3 mois, on va fermer, on va réouvrir, on va regarder les chiffres. Il faut un petit peu anticiper. Mais hier, on ne nous a pas expliqué que c'était une petite augmentation. Je reviens à mon propos du début. Les faits sont quoi? Monsieur Véran nous a expliqué hier que la situation à Marseille était d'une gravité exceptionnelle. Monsieur Parola dit le contraire. Donc moi, je me refuse à dire qui a tort, qui a raison. Je dis simplement que la profession se ridiculise. Voilà ce que je dis. Philippe Parola. Écoutez, je sais pas si vous parlez de moi en termes de profession qui se ridiculise. Je trouve que votre plateau
et le témoin de ce qui se passe dans la population que je côtoie au quotidien. Vous savez, je suis dans la réalité, hein, j'ai soigné avec mes collègues 6000 patients positifs atteints du Covid, hospitalisés ou en ambulatoire. Donc j'ai une certaine expérience de cette maladie et de ses effets, y compris dans la population, dans son vécu. Votre plateau est le témoin de ce qui se passe dans la population, c'est-à-dire que personne n'y comprend plus rien, tant dans les messages de santé publique que dans qui croit. Alors, moi, je vous invite, on parlait des chiffres, sur le site de l'IHU Méditerranée Infection, vous avez au quotidien ce qui se passe et nous sommes dans la réalité. On ne triche pas. Vous savez, ce sont des chiffres que nous transmettons à l'ARS, que nous transmettons aux plus hautes autorités du pays et où vous verrez la courbe malheureusement des quelques décès que nous pouvons avoir chez des personnes fragiles. Mais ça, encore une fois, c'est dans l'ordre des choses et parfois notre société l'a oublié. Mais on est dans quelque chose qui est tout à fait acceptable. C'est difficile parfois à vivre pour les familles, mais c'est dans l'ordre des choses. D'autre part, moi, ce que je retiens de tout ça, et encore une fois, c'est à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, quand il y a une crise, qu'elle soit sanitaire, on verra si c'était vraiment le cas économique ou social, il faut des nerfs, il ne faut pas s'affoler, et il faut s'appuyer, il faut regarder, il faut lire, il faut travailler. On n'a pas parlé des tests, vous avez tous entendu parler de ces fameux tests antigéniques. Je vous donne cette information parce que je vais devoir vous quitter, qui serait beaucoup plus rapide. Vous savez, on a le meilleur laboratoire sans doute d'Europe ou du monde occidental ici. Le Moyen-Orient et l'Asie sont très en avance sur nous, comme vous le savez. Le nouveau test antigénique, nous l'avons testé ici puisque nous avons des milliers et des milliers de prélèvements. Voilà. Donc une fois sur deux, il donne des faux négatifs. J'arrondis les pourcentages, on donnera des résultats. Donc encore une fois, là aussi, les chiffres sont importants, il faut lire, il faut travailler, il ne faut pas s'affoler. Les nôtres sont sur le site. Je ne peux pas prédire, je vous ai annoncé une stabilité, je vous ai dit que les malades que je voyais, mais là, encore une fois, après vous pouvez ne pas me croire, mais enfin, je n'ai pas de raison de mentir, ou je vous invite à venir voir ici ou à interroger les gens à Marseille. Nous voyons des personnes âgées et fragiles atteintes d'infections respiratoires. On sait que c'est grave quand on a 90 ans ou 85 ans, mais ça, c'est mon métier. Je vois ça chaque hiver. Parfois, il y a un petit décalage saisonnier. Et notre métier à nous, docteurs, mais je pense que ça doit être le même pour les autorités, c'est de ne pas s'affoler. Mais je vous comprends, comme la population, vous n'arrivez plus à vous y retrouver. Dernière chose, l'âge moyen des gens qui décèdent dans votre hôpital. Parce qu'on n'arrive jamais à avoir un chiffre précis. L'âge moyen des gens qui décèdent. Du Covid. Alors, dans notre hôpital, l'IHU, comme vous savez, abrite les services de maladies infectieuses de l'assistance publique. Les patients sont âgés. Je ne peux pas vous donner une moyenne, mais nous sommes autour de 80 ans. Voilà. Donc, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins quand il y a des patients très fragiles. Merci. Très heureux de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous n'avez pas l'esprit aussi échauffé que les journalistes qui ont officié sur le plateau de CNews, qui ont accueilli en interview à distance le professeur Parola, qui est chef de service en infectiologie à l'IHU Méditerranée de Marseille. Vous le savez, c'est le bras droit du professeur Raoult. Et donc vous avez vu qu'il est monté au créneau pour s'insurger, pour s'indigner. Et donc il a montré sa consternation par rapport à ce décalage abyssal qui existait entre les mesures politico-sanitaires qui ont été prises par le gouvernement en direction notamment de sa ville, de la ville de Marseille, et des établissements publics qui accueillent du public, notamment les bars, les restaurants, qui ont déjà pas mal souffert durant la première partie de la crise du coronavirus, au moment où on a dû confiner, donc qui ont perdu beaucoup, chiffre d'affaires. Et là, à nouveau, on leur remet la tête sous l'eau avec des mesures qui sont complètement ubuesques, en décalage total avec la réalité scientifique, la réalité médicale, la réalité du terrain, celle du professeur Parola, qui est son pain quotidien. Et il vous a parlé de monde parallèle, donc c'était de ça dont je voulais vous parler, ou en tout cas mettre l'accent sur le fait qu'aujourd'hui vous entendez de la part des professionnels de santé, on vous parle de ce monde parallèle, donc ce décalage dont nous avons parlé, ce fameux monde orwellien, cette réalité alternative. Donc là, elle est palpable aujourd'hui, et c'est ce qui fait que les gens sont complètement perdus. Alors justement, donc il y a cette colère aussi qui forcément monte, est en train de monter en pression. Donc là, je pense que les habitants de Marseille ne décolèrent pas, et il y a différents témoignages d'ailleurs qui vont dans ce sens-là. Alors c'est vrai qu'on en avait parlé lors de notre capsule sur Mars. Allô la Terre, ici Mars qui contre-attaque, vous vous souvenez.
Donc on avait bien expliqué qu'au moment où nous aurions le transit du Soleil dans le signe de la Balance, qui est le signe de la France de la Ve République, et qui vient activer d'ailleurs cette dissonance, on retrouve Mars qui est dans son domicile en Bélier, avec donc les éléments célestes qui séjournent, qui sont stationnés dans le signe du Capricorne. D'ailleurs le Capricorne qui est le signe des institutions, vous avez entendu, il vous a parlé de bureaucratie, il vous a parlé des ARS. Est-ce que le ministre donc de la Santé ne serait pas isolé? C'est ce qui fait qu'il aurait pris des mesures, ce type de mesures qui sont complètement en décalage. Donc après, vous avez entendu le son de cloche du professeur Parola sur les ARS. Il y aurait beaucoup à dire sur les ARS, mais en tout cas, on retrouve bien le caractère bureaucratique, puisque apparemment l'ARS de Marseille a l'air de travailler en parfaite collaboration. En tout cas, il a l'air d'être assez satisfait de ce qui se passe avec cette institution-là, mais je sais que ce n'est pas le cas partout en France. Donc là aussi, c'est à contrebalancer. D'ailleurs, puisqu'on parle de contrebalancer, donc on a bien ce soleil dans le signe de la balance, qui est normalement le signe de l'équilibre. Mais là, on a ce déséquilibre, on a ce deux poids, deux mesures. D'ailleurs, si vous regardez sur la couverture de The Economist 2019, on retrouve bien à un moment donné un symbole, le symbole du deux poids, deux mesures. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Pour mémoire, voici la couverture de The Economist 2019 dans son ensemble. Et voici le gros plan avec la balance, donc qui est bien le symbole de la période que nous traversons en ce moment, puisque le soleil séjourne en ce moment dans le signe de la balance, où nous retrouvons bien donc ce décalage. Donc vous voyez, il y a un poids, le fameux deux poids, deux mesures. En tout cas, c'est la représentation, c'est le message cryptique que l'on veut nous envoyer, et ça fait un petit moment que ça dure, ce deux poids, deux mesures. En tout cas, c'est en train de monter en gamme, et ça ne concerne pas uniquement les affaires qui gravitent autour du coronavirus. Ça peut concerner le domaine par exemple de la justice, où vous avez par exemple des gens très dangereux qui sont libérés des prisons, des gens qui reviennent de zones de guerre, des djihadistes, des caïds par exemple, qui ont commis à plusieurs reprises, qui ont commis des actes graves de délinquance ou d'agression, qui sont libérés. Et puis vous avez en revanche des honnêtes citoyens qui vont faire un petit quelque chose, qui ne vont pas porter le masque. Alors là, j'en reviens quand même finalement au coronavirus, la crise sanitaire, en tout cas la façon dont elle est gérée, et qui vont être embarqués. Donc ça, vous avez vu tout ça, les images de cette dimension-là, donc qui sont forcément choquantes. On pourrait prendre le domaine économique, par exemple, où vous avez des entreprises, là on nous parle de relance, donc vous avez beaucoup d'argent qui est investi, vous avez des aides financières qui sont allouées aux grandes firmes, mais par contre, les petites entreprises, vous voyez, les restaurants, les TPE, etc., et donc ils sont impactés par ces mesures sanitaires, et donc ils sont en train d'être coulés. Puisque c'est vrai que lorsque l'on vous parle d'un plan de relance, donc forcément vous prenez le gros titre, donc ça doit satisfaire un bon nombre de nos concitoyens. Certains, ça doit les rassurer, en tout cas se dire que le gouvernement est à la manœuvre pour tenter de relancer l'économie suite à cette crise sanitaire du coronavirus. Mais quand vous regardez à la loupe, vous vous rendez compte finalement que cet argent-là, il ne va pas aller en direction des gens qui en ont le plus besoin, et quand bien même il serait alloué à ces gens-là, ce serait sous forme de crédit, ce qui les remettrait encore en grande difficulté. D'ailleurs, on a vu qu'en parlant de crédit, on a vu que la France, elle a à nouveau vu sa dette publique augmenter de façon assez significative. Les 20 minutes qui vous en parlent, coronavirus, la dette publique française a un niveau record de 114,1% du PIB. Chômage partiel, report, la dette publique fait un bond historique à 114,1%. Capital, la dette publique de la France a explosé depuis le confinement. À travers la dette publique, on retrouve bien encore une fois le deux poids, deux mesures. On retrouve bien ce déséquilibre dans la balance des paiements. Si nous revenons à notre carte du ciel du jour, nous retrouvons bien cette retranscription céleste de ce message cryptique du deux poids, deux mesures, avec ce soleil qui séjourne, donc nous le disions, dans le signe de la balance, qui est le signe de l'équilibre, qui est le signe de l'harmonie, du bien-être, là où il fait bon vivre. D'ailleurs, c'est le signe de la France de la Ve République du 28 septembre 1958 à 22h, et c'est vrai qu'en règle générale, en France, il fait plutôt bon vivre. J'allais dire, il fait plus belle la vie également à Marseille, si on se réfère à cette fameuse série qui existe depuis maintenant pas mal d'années. Là, on ne peut pas dire que ce soit plus belle la vie, puisque la vie se dégrade par rapport à ces mesures politico-sanitaires qui sont prises en direction de Marseille. Et donc vous avez vu ce deux poids, deux mesures aussi territorial. Deux poids, deux mesures territoriales, nous en avions parlé, nous avions bien dit qu'il y aurait des territoires qui seraient plus touchés que d'autres par rapport aux mesures sanitaires qui seraient prises. Et donc on retrouve bien ce deux poids, deux mesures avec le soleil en dissonance avec ces mastodontes qui séjournent au carré donc du signe de la balance, c'est-à-dire Jupiter
Pluton et Saturne, ainsi que la Lune dans le signe du Capricorne. Vous voyez, qui crée ce décalage, qui fait que justement en France, rien ne va plus. On en avait déjà parlé dans une capsule antérieure, c'était l'année dernière, on avait parlé de la vérité, si je mens, puissance 2019. Et donc nous avions fait cette allusion à la balance, qui est le signe de l'embellissement, qui est le signe en rapport avec le fait de mettre des formes, le fait d'embellir. Vous avez, c'est vrai, à titre individuel, si on regarde sous l'aspect socio-professionnel, de nombreux natifs de la balance qui officient dans le domaine de l'embellissement, que ce soit personnel, par exemple, le bien-être, le maquillage, ou par exemple décorateur d'intérieur, architecte d'intérieur, etc. Donc là, on retrouve bien le maquillage, c'est-à-dire qu'on maquille une réalité. Quand on maquille une réalité, ça veut dire qu'on travestit, qu'on ment. On peut maquiller des comptes également. Donc là, on parle bien, vous voyez, de la balance des paiements. On maquille des comptes bancaires ou des comptes d'une société, par exemple, pour faire croire qu'elle est solvable alors qu'elle ne l'est pas en réalité. Donc là, on a bien ce décalage avec le signe de la balance, donc qui est le signe de l'équilibre, mais qui peut devenir le signe du mensonge. Et là, surtout quand on a ces dissonances-là avec Jupiter, en plus qui est en exil en Capricorne, Pluton, Saturne, donc qui calcule, qui manipule, dans le signe normalement de la vérité. On a bien ce décalage, et en plus avec Mars, donc qui met tout ça en ébullition et qui fait que la marmite, elle est en train de bouillir et les gens commencent vraiment à s'exaspérer. Donc là, on retrouve bien Mars, donc qui est normalement la planète de l'action, et là qui devient la planète de la colère. Nous en avions parlé, donc on aura très certainement des actions juridiques. D'ailleurs, vous avez vu, il y a une montée au créneau également de certains élus locaux qui ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Et M. Véran, donc, on vous dit qu'il veut aller vite, parce qu'il faut anticiper. Donc M. Véran, lui, il est du signe du taureau, vous le savez, avec un ascendant scorpion et avec une Uranus qui est valorisée. Et Uranus, c'est la planète de l'anticipation. Et c'est aussi une planète extrêmement nerveuse. Et vous avez entendu dire qu'il fallait du calme, normalement, pour gérer une crise sanitaire, et que là, il était extrêmement nerveux. Donc c'est aussi certainement pour ça qu'il a été présélectionné, puisque vous savez qu'on a à la tête de nos États des hommes de paille, et puis au-dessus, il y a certainement encore d'autres marionnettes, et c'est véritablement au-dessus, tout en haut de la pyramide, que se prennent les décisions, c'est-à-dire la pyramide. Quand on parle de la pyramide, j'avais déjà fait ce rapprochement avec le Capricorne, donc qui est le signe de la montagne. La montagne, on peut aussi faire ce parallèle avec la pyramide, une montagne, donc c'est extrêmement haut, avec une pointe en haut, et donc on retrouve bien cette pyramide, ce système pyramidal où vous avez des gens en fait qui sont dans les hautes sphères. Donc là on retrouve bien Pluton, donc qui représente cette plutocratie qui prend les décisions, mais qui sait aussi sélectionner. Donc quand on parle de sélection, on parle bien du Capricorne, donc qui est sélectif, donc qui a fait le ménage antérieurement pour sélectionner les éléments donc qui vont permettre de faire avancer l'agenda, de faire avancer le plan. Donc là, apparemment, il y a des messages subliminaux qui sont envoyés de la part des journalistes qui eux-mêmes, vous voyez, s'énervent sur le plateau et disent c'est scandaleux. Donc là, vous avez Pascal Praud d'ailleurs qui lui-même est du signe de la Vierge, mais par contre qui est marqué par Pluton et Uranus. Donc il a ce caractère assez théâtral et assez ombrageux. Et donc c'est vrai que forcément les gens sont déjà exaspérés, mais vous avez vu que jusqu'à présent les gens continuaient à suivre bon an mal an donc toutes les recommandations. On porte le masque, on se confine. Vous voyez, c'est un peu jacadi quoi. Donc il y a cette docilité jusqu'à présent, mais il suffit justement que les journalistes, les médias commencent à donner le coup d'envoi. C'est ce que je disais. C'est souvent le cas, c'est souvent cette ingénierie sociale, médiatico-politique qui va faire que les gens vont s'énerver et vont sortir dans la rue, vont commencer à manifester ou prendre, vous voyez, être dans l'action. C'est à partir de ce moment-là, parce que là, pour le moment, l'intelligentsia, d'ailleurs, moi j'ai vu le professeur Parola qui parlait il y a quelques temps en arrière, il était plutôt mesuré, et là on voit qu'il monte le ton, on voit qu'il y a d'autres professeurs, on voit qu'il y a 200 professeurs également qui sont montés au créneau et qui ont d'ailleurs signé une tribune. Vous signez une tribune, vous avez co-signé avec d'autres médecins une tribune début septembre. Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur. Est-ce que vous dites la même chose ce soir ? Bien, je pense que nous sommes montés encore d'un cran dans ce type de gouvernement. Et l'agitation, le
l'utilisation des mots, qui ont chaque fois un sens, nous amène à reconsidérer ce que sont les effets du confinement. Ils ont été absolument délétères, ils n'ont pas sauvé les vies qu'ils avaient annoncé pouvoir être capables de sauver. C'est une mesure sociétale majeure, c'est une arme de destruction massive dont on voit les effets sanitaires, dont on voit les effets sociaux, dont on voit les effets économiques actuellement, qui forment la réelle deuxième vague. Nous avions ce soir 52 décès en France en tout et pour tout, 43 hier, 78 mardi et 123 vendredi dernier. Je me demande où est l'exponentiel annoncé qui permet de tenir les mesures que l'on a imposées à Marseille. Parce que vous regardez les décès, ça dépend où on regarde. Le gouvernement, quand il s'exprime, annonce les mesures qui ont été annoncées hier en disant on se base sur des projections. Si on ne prend pas ces mesures aujourd'hui, les services de réanimation seront saturés le 11 novembre. Je peux vous donner les chiffres. Je peux citer le ministre de la Santé pour les téléspectateurs. Au rythme actuel, on peut s'attendre à ce que 40% des capacités régionales soient utilisées pour des patients Covid le 10 octobre, c'est la première échéance, 60% le 25 octobre et 95% autour du 11 novembre. Quand il dit ça, on comprend la justification des mesures, en tout cas sa justification à lui. Ça permet d'avoir une justification pour lui. Ça ne suit absolument pas la façon dont ce même type d'estimation avait été utilisé pour annoncer 500 000 décès en France, 70 000 décès en Suède, alors que la Suède termine à 6 000 décès. Donc les chiffres de cette nature se sont trompés de 90%. Il y a eu 10 fois moins de décès dans les pays qui n'ont pas confiné par rapport à ce qui était annoncé. Donc ce qui est annoncé actuellement, c'est 10 fois plus que ce qui va se passer. Autrement dit, ce que nous voyons actuellement, c'est une augmentation, une dynamique. Exactement, c'est celle-là qu'il faut étudier, celle sur laquelle on est descendu à 400 hospitalisés en réanimation, on est remonté à 900 actuellement, on en a eu 12 000 sur l'ensemble des lits qui sont disponibles, et pour les hospitalisations, on est passé de 32 000 à maintenant, on est remonté un peu plus. On est sur 5% de réaugmentation seulement. Donc on est redescendu de 95 à 90% de la vague totale qui était celle du printemps. Et donc vous me dites qu'il faut faire un plein d'essence lorsque l'on est à 90% de la réserve ? Je ne suis pas certain. Justement, si on fait un point de l'épidémie maintenant, Caroline Dieudonné, comment peut-on le faire? Avec quels indicateurs? Alors, on va vous donner le nombre de cas ces dernières 24 heures. On a enregistré Santé publique France 16 096 nouveaux cas. On a toujours un taux de positivité positifs. Rappelons-le, ce ne sont que Alors, des exactement, tests ce sont des tests positifs. Et en plus, on va ajouter que Santé publique France explique qu'en plus on doit sous-estimer ce nombre de tests positifs, étant donné que vous savez qu'il y a une certaine saturation des laboratoires, et puis surtout il y a des délais très importants pour obtenir les résultats. Or, en plus, on sait qu'au bout d'un certain nombre de jours, on n'est plus contagieux. C'est ce qu'on avait expliqué notamment du côté du conseil scientifique. Néanmoins, ce nombre de cas, il est en augmentation. Et puis, ce qui inquiète les médecins qui travaillent notamment dans les hôpitaux et qui sont venus sur nos plateaux, ce sont effectivement les entrées à l'hôpital et les entrées dans les services de réanimation. Et là, si on prend de semaine en semaine, on voit que ça continue d'augmenter. Je vais vous donner le chiffre des nouvelles hospitalisations pour la semaine précédente. On était à 2464 et là, la semaine qui vient de s'achever, on est à 3657. Donc vous voyez que ça augmente. Et dans les services de réanimation, encore une fois, les nouvelles entrées dans les services de réanimation, on était la semaine dernière à 599 contre 427 la semaine précédente. On voit qu'il y a une augmentation, la dynamique. Il faut voir combien il y a d'entrants et combien il y a de sortants de l'autre côté. Parce que si les durées d'hospitalisation se réduisent, ce qui est le cas pour les hospitalisations non réanimées, à ce moment-là, on va avoir un effet qui va simplement équilibrer, et c'est ce qu'on est à 5900 actuellement de cas hospitalisés, et c'est pour cela aussi que l'on va avoir un effet qui n'est pas celui du mois de mars et du mois d'avril, sur lequel on avait bien cette augmentation exponentielle. Si c'était le cas avec 16 000 cas positifs cette journée, si on était dans le même état qu'au mois d'avril, on devrait avoir à ce moment-là 2000 morts aujourd'hui. 2000 décès aujourd'hui. On en a 52. En tout cas, ce ne sont pas du tout les mêmes rapports, ce ne sont pas du tout les mêmes dynamiques. On va continuer. Et le débat est très différent par rapport à celui de la sécurité routière, qui reste un exemple historiquement extrêmement démonstratif, effectivement. Le point ici, c'est qu'on s'attaque à du vivant. La ceinture de sécurité, c'est une option technologique face à un risque technologique, celui de la voiture et de la vitesse.
Là, on est face à une espèce virale sur laquelle notre espèce se défend, sur lesquels elle dispose d'éléments d'immunité naturelle, puis d'éléments d'immunité collective acquises au cours de ces phases successives, dont cette première phase pandémique au printemps. D'autres pays, comme la Suède notamment, ont théorisé avec une façon extraordinairement cohérente, avec une façon de pédagogie unique en Europe pour expliquer à l'ensemble des citoyennes et des citoyens suédois quels allaient être les effets et les mesures. Sans prendre d'effet de confinement, ni imposer le masque nulle part, ils sortent de cette phase épidémique avec, comme je le disais tout à l'heure, 10 fois moins de morts que ce qu'on leur promettait. On est donc dans des éléments sur lesquels on voit que cet aspect, qui va de toute façon finir par se faire, je me réfère à la tribune d'Alexandre Carpentier hier, qui donne, en tant que neurochirurgien de la Pitié-Salpêtrière, le délai dans lequel va se dérouler cette prochaine phase, et sur lesquels effectivement on a des semaines, des mois, peut-être plus encore, mais sur lesquels à la fin on va avoir l'immunisation d'une population tout entière. Comment on y arrive? Est-ce qu'on est vraiment Soit par le sûr? vaccin. Ça peut être un mythe, cette immunité Non. collective, quand on voit que des Non. personnes qui ont attrapé le virus le réattrapent ensuite. 3 pour 30 millions de personnes. Il y a eu 3 cas décrits dans la littérature pour 30 millions de personnes contaminées dans le monde. Donc c'est une exception Et après, il y a d'autres témoignages de gens D'accord. qui disent « Moi, je connais Ce point-là, nous quelqu'un n'en qui avons l'a eu et qui aucun. l'a réattrapé. » Nous n'en avons aucun parmi tous les cas positifs de cet été qui avait fait le Covid au printemps. Aucun en France. Or, nous avons eu des centaines de milliers de cas cet été. Donc c'est exceptionnel. On a Et nos cet connaissances effet sur le sont limitées sur le virus, ça plus fait que important. quelques mois. Est-ce qu'on sait vraiment tout? C'était le sens de ma Le question. plus important, Quand vous parlez d'immunité collective, c'est celui de on en sait si l'immunisation. peu sur On en ce sait si virus. peu et en même temps Comment on on peut être voit les sûr de choses. ça, alors On regarde ce qui se passe dans le monde entier. On voit comment des pays comme la Nouvelle-Zélande, comme la Corée du Sud, comme Taïwan, comme le Japon ont mis en place leurs décisions, comme la Suède, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne en Europe, et quels ont été les suivis en termes de mortalité et en termes d'immunisation. Et ce que l'on voit actuellement en Suède est probablement ce à quoi nous allons arriver à la fin de cette phase qui peut durer plusieurs mois sans que l'on puisse compter sur un vaccin actuellement. On nage actuellement entre Molière et Alfred Jarry. On est entre le malade imaginaire, les précieuses ridicules et Ubu Roi. Et donc on voit qu'on invente des chiffres, ça a été le cas ce week-end, 376 morts ont été ajoutés, puis retirés, puis on comptabilise tous les morts de Guadeloupe d'une dizaine de jours sur la seule journée d'hier afin d'assurer les mesures et que les Guadeloupéens comprennent qu'il y a bien une réaugmentation, tout le monde le dit, personne ne le nie, une réaugmentation lente, progressive, c'est-à-dire que ce que l'on voit actuellement c'est une réaugmentation liée au caractère de dépendance environnementale, une forme de saisonnalité qui est en train de revenir, et c'est pas du tout une deuxième vague, on n'a pas du tout le tsunami du mois de mars, et les mesures qui sont prises sont entre l'arbitraire, l'incohérence et l'approximation. Donc on est dans une forme de panique sur lesquelles on continue à faire croire aux gens que la mort est prochaine, alors qu'il s'agit principalement d'une question de gestion des flux hospitaliers, vous en avez parlé juste auparavant, mais également gestion de la crise. Mais, professeur, au moment où vous commenciez, ma collaboratrice Barbara, qui est en régie, me donnait un petit message sur les prochains duplex que nous aurions, et j'ai cru entendre que vous disiez, est-ce que j'ai rêvé, que vous disiez, on ment sur les chiffres, on triche sur les chiffres. Vous avez dit ça en commençant ? Je répète qu'il y a eu 123 décès qui ont été attribués samedi en une seule journée, alors qu'ils correspondaient à l'ensemble des chiffres d'un seul établissement hospitalier de l'Essonne sur tout l'été. Qu'ensuite, pendant 4 heures dimanche soir, il y a eu 300 décès de plus ajoutés au décompte de Santé publique France qui les a retirés à la fin de la soirée, après les journaux de 20 heures, et qu'on a eu maintenant un effet qui nous dit que nous sommes sur une pente exponentielle, alors que je vous la redonne, nous avions 123 décès vendredi, 78 décès mardi et 43 décès hier. Il faut m'expliquer pourquoi ces chiffres sont considérés comme des chiffres en expansion, alors qu'ils nous montrent le contraire. Dans la même veine des professionnels de santé qui n'ont pas la langue dans sa poche, vous avez également le professeur Perron, vous pourrez regarder par vous-même cette capsule. Les tests français sont totalement bidons. Pour conclure cette vidéo, je dirais que durant cette période balance, on peut très bien imaginer qu'il y aura un rééquilibrage inversé de ce 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de professionnels de santé
et des journalistes, comme on a pu le voir, qui vont s'insurger contre le gouvernement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, depuis la sortie du confinement, on a eu au compte-gouttes certains professionnels qui tiraient à boulet rouge sur les mesures sanitaires, qui distillaient certaines vérités sur le coronavirus. On a eu très tôt le professeur Perron, par exemple, mais comme je vous le disais, c'était au compte-gouttes. On a eu également le professeur Toussaint. Moi, je me souviens, on l'avait remarqué au travers d'une tribune sur Nice Matin, c'était au mois de mai, et puis finalement, vous voyez, après, il a été invité. Ensuite, on a eu le docteur Laurent Toubiana. Lui, depuis le mois de mars, on l'a empêché de parler, et là, on l'invite bien volontiers sur les plateaux de télévision. Donc comme ça, il y a de plus en plus de monde, vous voyez, qui vous disent la vérité, cette réalité alternative qui existe entre les mesures qui sont prises par le gouvernement et la réalité scientifique du terrain. Donc ce qui va faire que les gens vont se mettre de plus en plus en colère durant cette période balance, durant la période où le soleil va transiter le signe de la balance, tout en sachant qu'on va encore avoir cette cohabitation de toute façon avec d'autres mensonges et aussi le décompte mortifère, puisque nous allons avoir d'ici 2 jours Mercure qui va transiter le signe du Scorpion, qui vous savez est le signe dédié à la mort et qui va venir activer Uranus. Donc Uranus qui symbolise en taureau la propagande d'État, donc il fait que justement on a ce 2 poids 2 mesures qui explique aussi qu'on a tout le temps ce changement de pied constamment et que les gens en fait finalement ne sachent plus du tout où est-ce qu'ils en sont. Donc on pourrait très bien avoir ensuite un autre son de cloche qui vous dit finalement le gouvernement a eu raison de prendre ces mesures en avant-première par anticipation. Vous le critiquez et finalement il a eu raison. Vous voyez, on peut avoir toutes ces séquences-là, donc ils peuvent cohabiter, qui peuvent s'alterner. Donc ce qui fait que les gens vont être encore plus en colère. Vous voyez, on est ballotté à droite et à gauche, et là ça rejoint la maxime de Hannah Arendt. Je remets la maxime pour les nouveaux abonnés et que je salue au passage. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous allez croire ces mensonges, mais que plus personne ne croira plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et d'un tel peuple, vous ferez ce que vous voudrez. Donc c'est daté de 1975. Et donc là, ça rejoint ce que disait le professeur Parola. Il dit on nous traite comme des enfants.